C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Gabon 24. Nous sommes dans le cadre de l'E24 mondial, votre programme sportif préféré pendant le mois de juin et juillet parce que nous allons y aller jusqu'au 19 alors que nous avons démarré le 11. Il s'agit du 23e mondial de l'histoire de la FIFA, Fédération internationale de football association. Première journée enfin terminée hier après plusieurs jours de match. On va faire un petit bilan comme on a l'habitude de le faire, le débrief des matchs d'hier et le briefing des matchs d'aujourd'hui en ayant un petit focus sur des points ou des sujets qui vous auront intéressé et certainement qui nous ont aussi intéressés. Habib Romandon est sur le plateau. Habib, bon retour. Merci à vous, Zogo. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Cette Coupe du Monde passionnante depuis le début. On continue avec beaucoup de matchs alléchants et espérons que ça continue comme ça. En tout cas, on a une nuit de football assez intéressante dont on va en parler. Assez intéressante, mais parfois décevante aussi, cette nuit de football. Il y a des matchs quand même, tu te dis pourquoi j'ai veillé finalement. Mais en même temps, on ne peut pas avoir une compétition qui est toujours tambour battant. Il y a forcément toujours des affiches, même en termes de... Dès qu'on voit les équipes qui s'affrontent, vous vous dites déjà, là, ça ne va pas être fou. Comme on dit, c'est un peu de tout qui forme un tout. Donc il y a toujours des niveaux un peu supérieurs, des niveaux un peu assez bas, mais ça va quand même. En gros, dans un bilan global, pour la première journée, en tout cas de la Coupe du Monde, on a été servi. On a été servi et hier, je ne sais pas s'il faut dire qu'on a été servi, mais il faut dire qu'on a quand même eu 2 buts. On va commencer par ce match du Portugal, ce qui nous pousse à vous envoyer le premier panneau qui parle des 4 affiches ou des 4 rencontres d'hier, les 4 premières d'ailleurs, celle du groupe K qui était constitué ou qui est constitué du Portugal, de la RDC, de l'Ouzbékistan et de la Colombie. Le Portugal et la RDC se sont quittés 2-2, un but partout. L'Ouzbékistan, je me mélange les pinceaux. Ouzbékistan et la Colombie se sont séparés, elle avec une défaite de la Colombie et une victoire de la Colombie et une défaite de l'Ouzbékistan. On commence par l'affiche qui a intéressé la plupart des gens. D'un côté, il y a CR7 Vitinha, il y a Joao Neves, il y a Bruno Fernandes, c'est le gratin du monde. Et de l'autre côté, il y avait la RDC, nation voisine, mais surtout africaine. Et il y a eu un but partout, but du Portugal d'une magnifique tête. Eh bien, écoutez, réponse aussi de la RDC d'une magnifique tête, Habib. Tout à fait, tout à fait. Une magnifique tête, comme vous le dites, de Joao Neves, 1m70, j'ai envie de dire, mais quelqu'un qui a l'habitude de marquer beaucoup de buts de la tête. On l'a vu aussi à Paris. Impressionnant. À Paris, même en demi-finale de Champions League, il est toujours présent. Et je ne sais pas si c'est parce qu'il est un peu court en termes de taille qu'on oublie souvent, mais il a l'habitude de marquer de très beaux buts de tête, ce qui est incroyable. Dès la 6e minute de jeu, on a vu une équipe du Portugal qui a été assez offensive, même si quelque peu stérile, mais 6e minute de jeu, tu marques un but, ça te montre déjà que tu es venu pour quand même essayer de gagner ce match assez rapidement, en tout cas plier ce match assez rapidement. De l'autre côté, on a vu une équipe du Congo qui était venue en une formation assez défensive, en 5-3-2. Avec le revenant, Yohan Wissa, qui était en pointe, qui avait notamment raté la CAN pour une petite blessure aussi a fait de finaliser son transfert vers Newcastle, ce qui a été fait au final, mais il a fait là quand même une saison assez compliquée. Il n'a quasiment pas joué du côté de Newcastle. Avec beaucoup de blessures, mais au final, il arrive et il marque ce but aussi. Magnifique but de tête, égalisateur qui symbolise le premier but de l'histoire du Congo dans un Coupe du Monde. De l'histoire du Congo. Donc, à la dernière Coupe du Monde 1974, il n'avait pas marqué un moins de but. D'ailleurs, c'était le Zaïre au lieu du Congo. Et en plus, ils n'avaient pas marqué. 14 buts encaissés. Ah, il est rentré dans l'histoire, Yohan Wissa, ça va être difficile de l'oublier. Joueur pas très grand, de taille aussi, comme Joao Neves, mais qui a eu une détente incroyable. Lorsque je l'ai vu monter, j'étais étonné de voir qu'il avait un jump. Lui, par contre, au contraire de Joao Neves, il n'a pas l'habitude de marquer des buts de tête. Mais on peut parler de l'axis défensif du Portugal. Parce qu'on ne peut pas laisser un joueur, même s'il est court, il n'est pas très fort de la tête, mais quand même un attaquant, il peut être dangereux, ce coup de pied arrêté. Il a sauté plus haut que tout le monde, il a pris cette tête. Et même s'il n'avait pas pris cette tête, le problème défensif du Portugal qui persiste, quelqu'un d'autre l'aurait pris. Tronzebe par exemple, il était juste derrière lui et lui il allait prendre ce ballon de la tête. Ce qui n'est pas normal pour une équipe favorite d'avoir ce laxisme défensif-là. Ce qui est encore moins normal pour une équipe favorite dans un tel mondial, c'est par rapport au tableau statistique que je vous propose à la régie, tableau statistique de ce match pour qu'on voit tout à fait ce qui s'est passé sur cette rencontre-là. Le Portugal a été tenu en échec, mais
à part peut-être que la possession, 75-25 quand même, au finish, plus de 700 passes, mais on a l'impression que ces passes-là étaient beaucoup plus des passes latérales, des passes vers l'arrière, beaucoup de passes, une grosse précision de passes, mais c'était des passes plutôt sûres, il n'y avait pas de risques pris. Tout à fait, tout à fait. Encore une fois, ce n'est pas normal. Quand tu es le Portugal favorite, l'un des favoris pour remporter ce mondial, tu ne dois pas être aussi stérile. Ce n'est pas normal du tout. Et il faut aussi signaler que cette équipe du Congo était arrivée dans ce match, comme je l'ai dit, en formation de 5-3-2. Mais dès la 20e, 25e minute, ils ont commencé à se libérer. C'est vrai, c'est difficile de contenir une équipe du Portugal qui est offensive. Mais quand tu joues face à une équipe du Portugal qui est inoffensive, on peut le dire. Ça devient de plus facile. Et ça te donne des ailes? Des ailes, notamment des croix dans cette rencontre. Et j'ai même envie de dire que l'équipe de la RDC aurait dû faire mieux quand même. Ils auraient pu prendre le match de 3 points. Je me souviens notamment d'une action vers la 90e, 91e minute de jeu. Yohan Wissa qui allait partir en profondeur, mais Thomas Arro a dû faire une faute pour l'empêcher d'y aller. Il a reçu un carton jaune en fin de match, mais cette action-là, s'il était parti, ça aurait pu faire une victoire, un but pour la RDC. L'une des attractions quand même de ce match, c'était Cristiano Ronaldo, 41 ans certes, mais meilleur buteur actuellement sur la planète et même de toute l'histoire du foot. Si on en suit les statistiques, il est en train de courir peut-être vers son 1000e but, mais il n'a même pas été sur le terrain, on a envie de dire. Nous, on a titré pour ce panneau qui va d'ailleurs s'afficher au tableau, Cristiano Ronaldo, pas dans le coup, j'ai même envie de dire, peut-être plus dans le coup, Habib. On peut le dire, on peut le dire. En tout cas, vous n'avez pas tort de le dire, ancien, parce que depuis déjà le dernier mondial, on relevait les mêmes choses. Un Cristiano Ronaldo qui est de plus en plus vieillissant, qui n'est pas très impactant avec la sélection, en tout cas, parce qu'en club, là-bas, il continue à faire ses chiffres. Comme vous l'avez dit, il court derrière son 1000e but. Donc, en club, en tout cas, il essaie de faire ses chiffres. Mais en sélection, c'est toujours plus compliqué, de plus en plus compliqué. Et ça se symbolise par cette stat-là qui dit que depuis, en tout cas, les 2 dernières compétitions majeures de Cristiano Ronaldo, il n'a pas marqué de but. Il est sur une série de 10 matchs sans but marqué dans les compétitions majeures. Donc, autant il marque dans les matchs amicaux, mais dans les compétitions majeures, là où ça compte réellement, il n'est plus décisif. Et on peut le dire, comme vous le dites souvent aussi, il n'est plus dans le coup. En tout cas, plus trop dans le coup. Et ça, les 41 ans, quand même, il fait son âge. Ça a effet sur lui, ça a peut-être aussi effet sur le jeu de son équipe. Beaucoup de critiques, beaucoup de questions se posent autour du fait qu'il faudrait peut-être penser à laisser Cristiano Ronaldo sur le banc. Je ne sais pas. Vous aussi, peut-être que vous le pensez à la maison. Je pense qu'il y a une grosse partie des gens qui se disent quand même peut-être qu'il faut le laisser sur le banc et peut-être même qu'il aurait fallu le laisser à la maison. D'ailleurs, Cristiano, il était encore le meilleur buteur du Portugal dans ses phases de qualification. Donc, il y a ce truc-là où on se dit, il est là, mais dès qu'on arrive en compétition, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. On peut le dire aussi, Cristiano Ronaldo, c'est quelqu'un de très grand. Tu ne laisses pas un grand joueur comme ça sur le carreau. Même si, au final, c'est un peu compliqué de le faire rentrer dans ton système de jeu. Mais c'est aussi au coach Roberto Martinez de savoir que, bon, dans ce match-là, tu as besoin d'un Cristiano Ronaldo frais vers la fin du match. Ou alors, il commence, mais il ne joue pas beaucoup à l'image d'un Modric qui y a joué 58 minutes. Donc, je ne sais pas, c'est à lui de voir à quel moment le faire jouer, à quel moment le mettre un peu sur le banc. Ok, on va aller sur le match Ouzbékistan-Colombie pour être tout à fait complet sur cette poule-là, la poule K. La Colombie qui a battu l'Ouzbékistan 3 buts à 1, meilleur buteur, meilleur joueur du match. Luis Diaz qui a quand même été l'un des joueurs qui ont survolé le championnat allemand et l'un des meilleurs joueurs aussi de cette Ligue des Champions. Du côté du Bayern, on a l'impression que tous les joueurs du Bayern sont très en forme dans cette compétition. On parle de Luis Diaz, on a parlé de Michael Olise, on va parler d'Harry Kane, toujours dans cette même émission. Qu'avez-vous pensé du match de la Colombie? L'Ouzbékistan assez faible, mais est-ce que la Colombie a montré que... L'Ouzbékistan, c'est comme on dit, l'Ouzbékistan assez faible, la Colombie assez forte. Moi, je ne vois pas quelle analyse on peut encore faire au-delà de ça. Même si l'Ouzbékistan, petit poussé, premier match dans une Coupe du Monde, ça peut être intéressant à suivre. À l'image peut-être de certaines autres équipes qui ont fait bonne figure, mais ils ont été faibles quand même. Et la défaite a été méritée, selon moi. Est-ce qu'on peut afficher le tableau statistique en régie pour qu'on puisse regarder aussi ce que ça donne sur l'ensemble des chiffres, sur l'ensemble de cette rencontre? L'Ouzbékistan a quand même mené aux frappes. L'Ouzbékistan a, j'ai même envie de dire, un tableau plus rouge que le tableau de la Colombie, ce qui est surprenant. Plus de frappes, 20 contre 11, plus de frappes cadrées. Ça veut dire que le gardien colombien a quand même dû se déployer.
12 contre 5. Possession, Ouzbékistan. Nombre de passes, Ouzbékistan. Précision, Ouzbékistan. Faute, Ouzbékistan. Ils en voulaient plus que la Colombie, mais ils en ont eu moins. Au final, c'est la fougue, je vais le dire comme ça, c'est la fougue de la première participation. Forcément, ils avaient envie de faire mal à cette équipe colombienne qui est plus expérimentée. Quand il faut lever le pied, ils ont levé le pied. Quand il faut piquer, ils ont piqué 1-1. Après, Luis Diaz a décidé de prendre le match à son compte. But, fin de match, but 3-1. On finit. Fin de match 3-1, classement de ce groupe-là, pour qu'on puisse voir. Je pense que la Colombie est en tête de la poule. Derrière elle arrive le RDC et le Portugal. Dans quel ordre déjà? C'est RDC avant Portugal et ensuite Ouzbékistan. 3 points, 1 point et 0 points. Je pense que l'Ouzbékistan va peut-être rester à cette position jusqu'à la fin, à moins de nous surprendre Habib. Le classement devrait être modifié au fur et à mesure de cette compétition. Mais connaissant très bien nos équipes africaines, j'ai envie de dire la RDC doit faire attention quand même. Même s'ils ont tenu le Portugal en échec, ce n'est que 1 point. Ce n'est que 1 point. Et parfois, ça peut être un piège de tenir une si grosse équipe d'entrée de jeu et puis de se dire, ouais, on est très fort. On est fort, on peut le faire. Au final, ne pas le faire, ça sera un peu décevant, mais quand même, ils doivent, en tout cas ce match contre l'Ouzbékistan, le second, troisième match contre l'Ouzbékistan, ils vont devoir faire le travail en tant qu'équipe plus expérimentée, même s'ils n'ont que 2 participations, ils sont quand même plus expérimentés déjà que l'Ouzbékistan. Allez, groupe L, on va passer à la suite. Ghana, Panama, l'autre équipe africaine qui s'avançait et qui est la deuxième équipe de cette compétition a obtenu les 3 points. Après, c'était qui déjà les la Côte d'Ivoire. Premiers points? La Côte d'Ivoire. Et sur le même score, 1-0. Vous me disiez en off, avant qu'on ne soit en direct avec nos téléspectateurs, que c'était un but, mais ça vous a quand même déçu parce que le Ghana aurait dû faire plus que cela. Tout à fait. Même si sur le papier, on n'a pas forcément des noms flamboyants, mais on a quand même Kamal Souleymana. Du côté du Ghana, on a Antoine Semenyo, City, qui a coûté 71 millions à l'hiver. Quand même un joueur qui joue sur Guardiola, qui est une superstar aussi dans cette équipe-là. Ils doivent quand même faire mieux, même s'il y a Thomas Partey, comme on l'avait dit hier, qui est absent, mais quand même 35-36% de possession sur tout un match contre le Panama. L'équipe la plus faible que tu vas affronter sur cette phase de poule, c'est quand même un peu décevant de le dire comme ça. Même s'ils ont eu le bonheur de marquer, j'ai envie de le dire comme ça, de marquer ce but vers la 96e, 97e minute de jeu, c'est quand même un hold-up, puisqu'on le voit quand même sur la possession. C'était une possession assez panamienne. Donc, Ghana heureux sur la fin, quand même 3 points pris, mais ça va être compliqué pour la suite quand même. Est-ce qu'on peut avoir le tableau statistique pour voir avec Habib Roumandoune qui avait déjà avancé sur les stats et il n'a pas tort. Il a parlé de 33%, de 36%. Nous, on est sur 33%, mais c'est à peu près la même chose. Et on voit effectivement un Panama qui a toute sa zone de statistiques en rouge, pendant que le Ghana a quasiment toute sa zone en blanc. Ça veut dire dominer de partout en termes de frappe, en termes de possession, en termes de nombre de passes. C'est une nation de l'Amérique du Sud ou du Nord, je me rappelle plus bien. Je pense que c'est beaucoup plus du Sud ou de Amérique centrale, Panama. Je pense Amérique centrale. Est-ce qu'on peut dire que le Ghana a eu de la chance? Parce que c'était en toute fin de match, ce but-là. Quand tu te fais dominer de cette manière, 66, 33% quand même, tu n'as pas eu le ballon, on peut parler de chance. Mais même au-delà de ça, dans les nombres de tirs cadrés, nombre de passes réalisées, nombre de pourcentage de passes réussies, c'est quand même assez flagrant, assez flatteur quand même déjà de gagner cette rencontre. Et ensuite, on dit que c'est quand même assez flagrant de ton infériorité face à cette équipe du Panama. Mais moi, ce qui me dérange davantage, c'est que ce n'est que le Panama en face, une équipe aussi pas très expérimentée en Coupe du Monde et qui s'avance vers toi, contre qui tu dois quand même faire ton meilleur match encore une fois dans cette phase de poule, parce que les deux autres, ça va être super compliqué, mais quand même, il fallait faire mieux quand même, pour au moins avoir de la confiance, de la continuité dans les matchs à venir, parce que ça va être très compliqué. Et les deux autres, ce n'est autre que l'Angleterre et la Croatie dans ce groupe L, ou plutôt, oui, l'Angleterre et la Croatie, c'était plutôt comme ça que ce match s'est annoncé. 4-2 pour l'Angleterre, logique respectée quand même, parce que si on doit se fier aux forces en présence sur le terrain, l'Angleterre a fait respecter la hiérarchie dans ce match-là avec un gros Harry Kane
qui a joué les attaquants, il a joué les 9 et demi, il a joué les meneurs de jeu jusqu'à un moment donné, avec un Jude Bellingham qui était menacé par Thomas Tuchel de ne peut-être pas aller au mondial et qui finalement hier est titulaire. Tout à fait. Non, même la titularisation, déjà, ça a été dû au fait que son remplaçant, enfin le titulaire normal de cette équipe, Rodgers, il était un peu souffrant, un petit gêne, mais moi, ça m'avait surpris de voir Jude Bellingham. Voilà, sinon, ce n'était pas lui le titulaire, normalement. Même si Thomas Tuchel décidait de laisser certains joueurs à la maison, Phil Foden, Cole Palmer, de très grands joueurs à la maison. Donc, ça aurait fait polémique de finir ce match sans victoire. Donc, ce match s'est déroulé assez une possession assez du côté de l'Angleterre. L'Angleterre qui dominait son match. Et à chaque fois que la Croatie a réussi à piquer en contre, ils ont fait mal. Et ça n'a pas manqué vers la fin de la première mi-temps par le but de Moussa, qui était dans son stade. Lui qui évolue en MLS, à Dallas, il était dans son stade, donc il a marqué ce but devant ses supporters, même s'il est croate, mais il était comme à la maison quand même. Donc 2-2 à la pause, et Thomas Tuchel, franchement, littéralement, j'ai lu des informations, il a poussé une gueulante dans les vestiaires là-bas, et la Croatie n'est jamais revenue. La Croatie n'est jamais revenue. Est-ce que ce n'est pas aussi, Habib, à cause de l'absence? Je n'ai pas dit l'absence, vous l'avez dit, il est sorti autour de la 58e, mais il n'a pas été impactant dans le jeu comme on l'aurait voulu. C'est le maestro, c'est le magicien de cette équipe, Luka Modric, mais il semble être un peu en dedans au début, peut-être à cause de la grosse saison au Milan. Comme l'appelle quelqu'un Pepa Modric, papa extérieur. Non, mais il était présent dans cette rencontre-là. Encore un des meilleurs jeux de la Série A déjà sur la saison. On le connaît très bien, mais si ce match-là, quand même, fait face à un double pivot Declan Rice, Elliot Henderson, c'est du physiquement, costaud. C'est dur. C'est du costaud des joueurs qui évoluent. Il a 40 ans quasiment. En première ligue, encore une fois, encore davantage en fait, ce qui pousse encore à dire qu'il ne peut pas tenir. Même s'il était peut-être dans les 33-34 à son prime, on aurait pu dire, bon, peut-être que même là encore, face à des joueurs qui sont titulaires en sélection et qui évoluent en première ligue, un championnat très intense, c'est compliqué d'exister comme ça, en tout cas dans l'intensité. Donc, ça n'a pas manqué. Vers la 58e minute, il est sorti assez fatigué, assez émoussé. Il a fallu aussi donner un peu d'air frais à cette équipe qui n'est pas revenue, comme je l'ai dit encore une fois, des vestiaires. Et Bellingham qui a directement fait la différence au retour à la 47e minute avec ce but magnifique. Et sa célébration aussi, les bras écartés, qui peut un peu plomber la morale de l'équipe croate, même si, en tout cas, à la fin du match, vers la fin du match, on a aussi eu un but de Rashford qui est entrant. Tu peux faire entrer Rashford, tu peux faire entrer Bukayo Saka. C'est dire le vivier offensif de cette équipe. Même si tu as laissé à la maison encore une fois Phil Foden, Cole Palmer, mais c'est incroyable. Cette équipe, elle a vraiment du ressource. Ça n'a pas manqué. Encore une fois, hier, ils ont fait la différence avec les entrants, avec le discours du coach à la pause. Et ils sont revenus avec d'autres intentions et ils ont fait la différence. Peut-être même qu'il les a laissés, Cole Palmer et Phil Foden, pour s'éviter des problèmes de riches, comme on dit souvent, parce qu'à un moment donné, quand vous avez trop de joueurs, vous ne savez plus quoi en faire. Tableau statistique aussi de ce match pour qu'on puisse avoir devant nous. Merci à la régie. 11 quand même, nombre de frappes. Et le nombre de frappes cadrées, la Croatie a quand même répondu présente. Elle a même eu la possession, ce qui est un peu étonnant. Elle a même eu le nombre de passes sur le match, la précision aussi. Mais on a l'impression que l'Angleterre a été efficace comme elle l'est souvent par rapport à ce qu'a proposé la Croatie. Est-ce que, et là on va finir avec ce match-là, je vais vous poser cette question, est-ce que ce n'est pas aussi stratégique de la part du sélectionneur de se dire Modric ne va jamais rien faire dans ce match, mieux je le sors très vite pour qu'il se repose parce que derrière il y a deux équipes beaucoup moins huppées? J'ai envie de dire que c'est une manière d'analyser la chose parce que normalement ton meneur de jeu, ton capitaine, tu ne l'emmènes pas au mondial pour faire 60 minutes, une heure de jeu, même si il a un âge un peu avancé quand même, mais ça demeure, comme je l'avais dit, un des meilleurs joueurs de ce championnat sur la saison qui vient de terminer là. Il avait encore de quoi tenir. Bon, on connaît en tout cas le volume de jeu de Modric, même à 39 ans, 38 ans, au Real Madrid, il joue encore beaucoup.
en connaissant son niveau de jeu. Donc, c'est peut-être une analyse de se dire que, bon, sur ce match-là, on ne pouvait peut-être pas faire mieux que ça, mais quand tu domines autant, comme les tableaux statistiques l'ont montré, quand tu domines, tu as un droit de continuer à espérer. Même si tu es mené 3-2, je rappelle que le quatrième but de l'Angleterre était arrivé en fin de match. Donc, lorsque Modric sortait du terrain, ce n'était que 3-2 et tu es revenu déjà 2 fois au score. Donc, tu étais en droit de penser que tu peux encore revenir. Mais ça peut être une analyse aussi de se dire que, bon, on jette un peu les armes et puis les prochaines rencontres, on va essayer de faire, mais encore que ce ne sont pas les plus forts. Tu viens d'affronter l'équipe la plus forte, donc les deux autres devraient normalement être à ton niveau. Ok, on va être tout à fait complet pour le classement de ce groupe L aussi pour voir que l'Angleterre va certainement caracoler en tête de ce groupe-là. Derrière elle, il y aura le Ghana et ensuite le Panama et la Croatie. Ça, c'est aussi en termes de goal average, -1 pour le Panama et -2 pour la Croatie. Le Ghana qui est peut-être bien parti. On va rappeler quand même que dans ce mondial, les 8 meilleurs troisièmes des 12 poules vont aller en 16e de finale. Donc le Ghana est quasiment sûr, j'ai envie de dire, d'être déjà parmi les meilleurs troisièmes. Si en plus ils peuvent aller gratter un petit point dans un match contre l'Angleterre ou contre la Croatie, ça va être difficile. Mais déjà, ce serait une bonne chose. Ce qui nous permet, Habib, de parler un peu avant de passer au match de ce jour, dont un a déjà même débuté, le match de la République tchèque. Et il y a déjà des buts de ce côté-là aussi. Parler du bilan des Africains, on a fini la première journée, 2 victoires sur les 10 équipes africaines engagées. Les 8 autres n'ont pas pu faire de bons résultats. Il y a quand même eu des matchs nuls, il y a aussi eu beaucoup de défaites. Bilan général des Africains. J'ai envie de dire, ce n'est pas un excellent, mais c'est un très bon bilan. On parle là de 2 victoires, 4 nuls, 4 défaites. Mais les matchs nuls sont des matchs nuls impressionnants. Notamment, on parle du Maroc qui a tenu le Brésil en échec, le Cap-Vert qui a tenu l'Espagne en échec, l'Égypte qui a tenu la Belgique en échec aussi. Et l'autre aussi, le dernier match, la RDC qui tient le Portugal en échec. C'est quand même des favoris, des contenders que tu affrontes, contre qui tu as fait des matchs nuls. Et c'est très, très, très bien poussé pour ces équipes africaines-là. 10 points pris sur 30. Ce n'est pas foufou, mais dans le contenu, dans les contenus des différents matchs, on a de quoi se satisfaire. Donc, bilan positif pour Habib Romandon, et je pense que vous le direz aussi, bilan positif, même si il y en a qui trouvent que l'Afrique aurait pu faire mieux, mais je me demande mieux comment. Ça aurait été difficile de quand même faire mieux, vu que vous avez affronté le Brésil, l'Espagne, le Portugal, et que vous avez réussi, et à la Belgique, et réussi à obtenir des points à chaque fois, 10 points en ayant affronté ces mastodontes mondiaux. C'est une bonne chose. Il va nous rester un peu moins de 5 minutes pour entamer la deuxième journée qui se profile à l'horizon avec République tchèque, Afrique du Sud. L'Afrique du Sud était déjà menée la dernière fois que j'ai regardé ce match-là qui est en cours. Mexique, Corée du Sud, Suisse, Bosnie-Herzégovine, Canada, Qatar. Donc l'Afrique du Sud de retour dans la compétition, comme elle avait commencé. On va espérer pour l'Afrique du Sud qu'il y ait certainement eu une victoire à la fin de ce match. On va espérer que l'Afrique du Sud ne sorte pas très tôt. Mexique, Corée du Sud, Suisse, Bosnie-Herzégovine, Canada, Qatar. Mexique, Corée du Sud, qu'est-ce que vous en pensez? Mexique, Corée du Sud, déjà c'est un match entre les deux équipes qui ont remporté leur premier match. 2-1 pour la Corée du Sud et 2-0 pour le Mexique. Le Mexique est à domicile et qui affronte cette équipe de la Corée du Sud, une très bonne équipe de Corée du Sud, une équipe vaillante de Corée du Sud. Pour moi, c'est deux équipes de même niveau, hein, même si certainement pensé qu'une équipe asiatique un peu faible passer par là, mais c'est quand même pour moi deux équipes de même niveau, donc ça va être très très compliqué aussi. J'aurais même dit un niveau un peu supérieur de la part de la Corée du Sud, parce que la Corée du Sud a été capable de produire des résultats quand même incroyables, et puis il y a des joueurs intéressants qui jouent de plus en plus en Europe et qui sont titulaires dans leurs différents clubs. Et le Mexique, par contre, je n'ai pas l'impression qu'il soit si fort qu'à l'époque de Rafael Marquez. Vous savez, dans une compétition, la dynamique est très intéressante aussi. Donc, l'équipe de Mexique qui arrive dans cette Coupe du Monde avec une bonne dynamique et qui a gagné son match sans encaisser de but, alors que la Corée du Sud qui arrive aussi dans une bonne dynamique, en tout cas pas terrible, et qui a gagné son premier match aussi, mais en ayant encaissé un but. Et en ayant aussi, je pense, qu'au-delà le score, ils étaient menés avant de venir et de gagner cette rencontre-là. Donc, en termes de momentum, je pense que le Mexique, en plus qui est à domicile, aura un avantage quand même si c'est léger quand même, il y aura un avantage. Avec 80 000 supporters aussi, ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile du tout. Match suivant, Suisse,
Bosnie-Herzégovine, la Nati va déjà se retrouver quasiment dos au mur. Elle doit absolument gagner, mais en face, il y a une de ses équipes pièges, l'équipe de Din Zeko, qui elle aussi est une équipe difficile à manœuvrer. Ça devrait être à 20h ce match-là, donc dans à peu près 1 heure au moment où vous nous suivez. Votre prono? La dernière fois que j'ai pronostiqué un match du Sénégal, ça s'est mal terminé. Pas si bien passé. Même si le second match, j'ai pronostiqué 3-0 pour l'Argentine, 3-1 pour l'Argentine, finalement c'était 3-0, c'était mieux. Donc j'ai envie de dire, c'est 50-50 quand même. La Suisse, Bosnie-Herzégovine, je pense encore un match nul ou alors une victoire de la Suisse, sur une courte marge, peut-être 2-1 ou 1-0, en tout cas. Des matchs de ce genre-là, on va espérer pour la Nati qu'il fasse un bon résultat quand même, parce que c'est une équipe habituée à aller assez loin dans cette compétition et qui a l'habitude de produire aussi du bon jeu. Donc nous, en tant que téléspectateurs neutres, on veut du bon jeu. Et entre la Bosnie-Herzégovine et la Suisse, je préfère la Suisse. Habib Boumandon préfère la Suisse et Canada, Qatar pour être tout à fait complet. L'autre pays organisateur qui a aussi un jeu assez flamboyant, de beaux joueurs à voir jouer. Canada, Équateur. Canada, Qatar. Qatar, pardon. Canada, Qatar. Le Qatar, c'est une équipe assez surprenante parce qu'on ne peut pas, ils sont imprévisibles, on ne peut pas toujours dire que bon, c'est vrai qu'ils sont faibles, mais c'est aussi le piège avec ces équipes-là, assez faibles, mais on a tendance à les sous-estimer. Le Canada aussi qui a un très bon jeu. Le dernier match, ils ont fait un match nul, mais avec une possession assez élevée, 66 contre 40, quelque chose comme ça. J'ai envie de dire Canada, encore une fois, comme je l'avais déjà dit, mais attention au Qatar quand même. Attention au Qatar quand même, c'est le mot d'Habib Boumandon. Habib, on va se retrouver donc demain pour le débriefing des matchs d'aujourd'hui. Merci à vous encore pour votre présence. C'est toujours un plaisir. Écoutez, on va être là du début à la fin de manière régulière à parler des matchs passionnants les uns après les autres. C'est toujours un plaisir, Zogo. Et merci à vous aussi qui nous suivez chaque jour à cette heure précise. On va se dire à ciao et à demain surtout. Et surtout, n'oubliez pas de rester fidèle au programme de Gabon 24 qui sont en continu sur l'ensemble de nos plateformes en ligne et traditionnelles tout au long de la journée. Allez, ciao.